Chers amis, merci beaucoup d'être si nombreux avec nous aujourd'hui. Nous sommes plus de 740 en ligne. C'est dû à la qualité de nos invités qui ont bien voulu aujourd'hui, à 3 heures de l'investiture du 46e président des États-Unis, qui ont bien voulu discuter devant vous et avec vous de ce tournant de la politique américaine après une présidence si controversée et si décriée ici sur le continent européen. Alors, je voudrais présenter nos invités qui, en les remerciant vraiment du fond du cœur de nous donner quelques instants. Simon Serfaty, qui nous parle en direct de Washington, est professeur de politique étrangère américaine à l'université Old Dominion de Norfolk. Il est toujours très impliqué dans le Centre des études européennes, dans le programme européen du Centre d'études stratégiques et internationales, qui est un des principaux think tanks sur la place de Washington. Il a dirigé ce centre pendant plus de 10 ans. Il en est toujours le conseiller. Et je m'arrête là parce que Simon a énormément de titres, a été célébré pour sa connaissance de la politique américaine. Il a été très proche d'un certain nombre de hauts responsables des administrations démocrates et il reste une autorité dans ce domaine. Notre autre invité est Pierre Vimont, ambassadeur de France. Je le dis pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, ambassadeur de France est une dignité très rare qui est conférée par le président de la République française aux diplomates du plus haut rang et une dignité qu'ils peuvent porter, ce qui n'est pas étonnant de la part de Pierre Vimont, qui a une carrière absolument exceptionnelle, je crois plus de 34 ans au sein du service diplomatique, pour lequel il continue de travailler. Il a été ambassadeur à Washington et connaît donc très bien, outre Simon Serfaty, aussi la politique américaine. Il a été notre représentant à Bruxelles, ambassadeur de France, représentant permanent de la France à Bruxelles. Il a été le premier secrétaire général exécutif du service diplomatique commun, service européen d'action extérieure, qui siège à Bruxelles, sous l'autorité du haut représentant, et il a dirigé le cabinet de 3 ministres des Affaires étrangères français. Donc merci infiniment à vous deux de bien vouloir nous rejoindre et je crois reconnaître que déjà nos auditeurs et téléspectateurs ont voté avec leur pied en étant très présents et en étant là pour vous écouter. Nous intervenons à 3 heures de la prestation de serment et du premier discours du 46e président des États-Unis dans un contexte très particulier. Le 6 janvier dernier, le Capitole a été l'objet d'une manifestation, et peut-être plus qu'une manifestation, qui a occupé ce temple de la démocratie, dans ce qui conduit aujourd'hui les autorités américaines à boucler Washington dans un dispositif sécuritaire exceptionnel, on en dira un mot peut-être, et par ailleurs, le contexte sanitaire aux États-Unis. Le Covid a fait plus de 400 000 morts et on voit bien aussi combien sur la scène internationale l'Amérique est attendue. Quelle Amérique? On va essayer de le définir ensemble. Je propose d'organiser avec l'accord de nos invités en 3 parties notre discussion. Je leur demanderai de parler d'abord des États-Unis, en leur posant quelques questions, ensuite des États-Unis et de leur relation au monde, et enfin de la relation transatlantique spécifique qui intéresse beaucoup les Européens. Et donc, ils ont accepté de bien vouloir jouer ce jeu un peu frustrant d'exprimer leur immense expérience et leur connaissance en quelques mots d'introduction pour vous permettre ensuite de poser vos questions. Vous pouvez le faire par le chat directement. Vous pouvez aussi le faire par mail sur le site de la Fondation. Sachez que cet entretien est enregistré et pour ceux qui voudraient le revoir en entier, vous pourrez le retrouver intégralement dans un petit courriel, dit-on en français, que nous vous adresserons après notre conférence. Premier sujet que je voudrais proposer à nos 2 invités concerne les États-Unis. À la fois le président sortant,
Donald Trump, qui vient d'atterrir, je crois, ou même partir pour la Floride, est-ce qu'il a mis le système démocratique américain en danger? Est-ce que l'émeute du 6 janvier dernier va avoir des conséquences sur le Parti républicain? Est-ce que Donald Trump va continuer à intervenir dans le jeu politique? Deuxième question concernant le 46e président Joe Biden qui arrive. Est-il en mesure de réconcilier les Américains, de combler ces divisions qui sont apparues et qui ont été exacerbées par son prédécesseur? Son équipe, quelle est-elle? Sa vice-présidente, son secrétaire d'État? Est-ce une présidence Obama bis ou bien est-ce quelque chose d'autre avec son expérience propre qui est immense en termes de politique intérieure? Voilà la première question que je voulais poser. Simon Serfaty, vous connaissez tout ça par cœur, puis-je me permettre de vous céder le floor, comme on dit chez vous? Par cœur, c'est un peu trop dire. Les choses ont tendance à changer si vite qu'il vaut mieux ne rien savoir par cœur et improviser au fur et à mesure que les événements se précisent. Vous avez tout à fait raison. Le bilan que laisse derrière lui le président sortant, pour ce qui est du pays lui-même, est franchement très négatif. J'ai de la peine à le dire, mais l'union des États-Unis, c'est une union cassée aujourd'hui. Un pays, deux nations qui ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, ne se voient pas, ne s'aiment pas. Et le 6 janvier est une date véritablement historique. De pair avec le 11 septembre, de pair avec le 22 novembre 1963, l'assassinat de Kennedy. L'idée que l'on se fait de l'Amérique le 6 janvier, l'idée que nous avons appris au travers de Tocqueville et vécue au fil de leur histoire était violée. Le 6 janvier, je ne peux pas minimiser cette action parce qu'elle fut au fond lancée avec l'approbation du président et d'un certain nombre de députés à la Chambre, de sénateurs au Sénat. Donc, c'est une situation particulièrement triste. Et cette Amérique cassée est définie non pas tant par les 80 millions d'électeurs qui ont choisi Biden comme leur prochain président, mais par les 74 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump, après qu'il nous ait inondés de ces 60 000 tweets et qu'il nous ait submergés avec 25 à 30 000 mensonges ou fausses vérités ces 4 dernières années. Ces 74 millions de gens sont réels. Ils ne sont pas détestables. Ce sont des citoyens qui sont convaincus à 70% que, en fait, la réélection de Biden leur a été volée, qui, à 19%, ont vu dans l'action des putschistes du 6 janvier un effort de défendre la démocratie américaine. Alors, cette réconciliation va se faire avec quelques difficultés. Comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas une création de Trump, c'est une création qui remonte à 20 ans, 30 ans, et qui est fonction de 3 éléments que je ne développe pas profondément, nous n'avons pas le temps, mais qui méritent d'être cités. D'abord, il y a la réorganisation démographique du pays. C'est un phénomène qui remonte au milieu des années 60. En 1965, la population américaine était blanche non hispanique à 85%. De toute évidence, les choses ont changé et il y a eu une résistance importante à cette transformation démographique du pays, l'Amérique d'après n'étant plus l'Amérique d'avant. Et il y a donc un caractère très, je regrette de le dire, racial dans cette évolution. Une deuxième considération est la trajectoire économique et financière. Ça ne passe plus, ça ne passe plus. Les inégalités se sont creusées à un point totalement inacceptable, remontant au début des années
1980. C'est un peu l'Amérique à la Beaumarchais. Vous savez, qu'avez-vous donc fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus, si je me souviens bien de ce que Beaumarchais écrivait. Et c'est devenu intolérable. Et vous avez donc cette poussée populiste du bas vers le haut. On s'en sort plus, on s'en sort plus. Euh, Trajectoire économique et financière également dans la façon dont la dette a évolué. La dette ne peut plus se soutenir. C'est pas possible de se déplacer vers une situation où d'ici à 2040-2050, la dette des États-Unis pourra atteindre 200% du produit national brut. Il faut s'attacher à refaire les choses pour pouvoir s'occuper du pays. Et la troisième dimension d'une Amérique franchement à la dérive et à la traîne donc de son nouveau président, c'est la déchéance institutionnelle des États-Unis. Les institutions ne marchent plus. La Constitution, par exemple, américaine, très belle, la seule que nous avons eue, la Constitution est un mot français vraiment, il se conjugue au pluriel. En anglais, ça ne se conjugue qu'au singulier. Et la Constitution américaine ne prend pas l'élection de son président au sérieux. En fait, la Constitution américaine ne prend pas les élections au sérieux. Il faut changer le collège électoral, le modifier afin de le réconcilier avec une volonté populaire. Il faut réévaluer la nature de la Cour suprême afin de la mettre à la page de cette nouvelle Amérique pour les années 2020 et dans les années 2030. Et je crois que le grand défi du nouveau président, d'où le mot transition, c'est de mettre en marche toutes sortes de politiques, de changer de ton sur chacun de ces sujets, la façon dont nous nous parlons de race en race, la façon dont nous gagnons notre argent et vivons, et enfin la façon dont les institutions nous gèrent. Nous avons besoin, vous auriez dit en France au début des années 80, d'un nouveau projet de société. Nous avons besoin de, entre guillemets, changer la vie, comme Mitterrand le disait, et je crois que Biden est une personne particulièrement bien qualifiée pour lancer ce projet sur la durée du seul mandat, 4 ans, qui sera le sien, parce qu'il a en face de lui une opposition terrible, mais une opposition divisée. Il y a 2 partis républicains aujourd'hui, et pour eux, de s'affronter l'un et l'autre, ces 2 partis républicains, permettra à Biden et au Parti démocrate de prendre son élan pour les élections législatives de 2022. Donc, dernier point, 2 dimensions à cette transition Biden. 2021, 2023, 2023, 2025. 2 mandats, mais chaque mandat de 2 années, parce qu'il ne passera pas pour les élections présidentielles en 2024. Première partie, il sera centre-droit, plutôt Obama que qui que ce soit d'autre. Puis lorsque les élections législatives seront dépassées en novembre 2022, il pourrait alors se déplacer légèrement vers la gauche et lancer de grandes initiatives sur ce besoin de restructurer la société américaine. J'ai l'impression d'avoir parlé de trop. Non, pas du tout, c'est absolument parfait. Merci 1000 fois. Pierre Vimont, vous avez été ambassadeur de France à Washington. Vous avez, de votre observatoire européen diplomatique, doublement diplomatique, aussi observé cette Amérique que vous connaissez bien. Comment vous voyez cette équipe Biden qui arrive? Merci Jean-Dominique d'abord de m'avoir invité, de m'avoir permis de retrouver Simon Serfati. Et merci de me poser cette question qui est très intéressante et que moi je voudrais bien sûr aborder plutôt du point de vue européen, en effet, parce que avec sa connaissance de l'Amérique, Simon a déjà dit beaucoup de choses. Au fond, on se pose 2 questions en Europe, nous, par rapport à cette situation américaine. La première concerne Trump et consiste à dire est-ce que le trumpisme va survivre à Trump? Est-ce que ce mouvement va continuer à exister?
Comme l'a très bien dit Simon, il y a deux choses, à mon avis, dans le phénomène Trump. L'un est cette tendance de fond qui existe depuis longtemps et qui est apparue il y a longtemps. Moi, je me souviens quand j'étais en poste aux États-Unis, il y a de cela à peu près 15 ans, il y avait un livre qu'on m'avait recommandé et qui était très intéressant. Simon s'en souvient sûrement. C'était « Mais qu'est-ce qui se passe au Kansas? What's happening to Kansas ?» et qui était en réalité une analyse, une observation sur ce qui était en train de devenir ce mouvement qui s'est développé, notamment avec, on s'en souvient peut-être, la candidate à la vice-présidence de John McCain, Sarah Palin, puis le Tea Party, etc., etc. C'est un mouvement qui s'explique pour toutes les raisons qui ont été très bien expliquées, qui est un mélange de peur devant l'avenir démographique du pays, d'inégalité sociale, de sentiment de ne plus être écouté à Washington et d'un clivage croissant entre les élites et la classe politique d'un côté et les classes moyennes éloignées de la capitale fédérale. Et ce mouvement, à mon avis, il est toujours là et il va falloir que Joe Biden, en effet, s'en occupe. Il y a un deuxième phénomène qui s'est rajouté à ça, qui est la personnalité de Trump, qui est tout ce qui a été déjà dit et encore plus, mais qui a tout d'un coup donné à ce mouvement qui était là une résonance, un ton extraordinairement provocateur, un côté perturbateur, et qui, je crois, a été exprimé dès le premier jour de la présidence de Trump dans son discours le jour de son inauguration sur le carnage américain, American Carnage, et qui était d'une violence inouïe. Et je voudrais insister sur ce point, ayant lu tout récemment, comme beaucoup d'autres, les mémoires de Barack Obama. L'un des aspects les plus intéressants de ces mémoires, c'est que précisément Barack Obama dit « J'ai très bien vu ce mouvement apparaître avant même que je sois élu, et je dois reconnaître que l'une des raisons pour lesquelles il prospère encore aujourd'hui dans notre pays, c'est que je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai essayé, mais quelque part, je n'ai pas réussi. » Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit tous conscients que ce problème est toujours là, qu'il a pris une dimension nouvelle avec cette attaque, ce putsch, comme disait Simon, contre le Capitole, le Congrès, et que la démocratie américaine a paru menacée, chancelante, et que ça a vraiment provoqué dans l'opinion publique américaine un choc. D'ailleurs, et c'est peut-être un des aspects positifs qu'il faut prendre en compte, pour mon avis, il y en a deux. L'un, c'est que quand même la démocratie a résisté, les institutions ont résisté. Lorsque la sédition est l'œuvre du président lui-même, du président sortant, c'est pas toujours évident d'arriver à résister. Après tout, l'exemple que l'on peut trouver dans l'histoire française, c'est le coup d'État de celui qui allait devenir Napoléon III en 1851. Comment on est passé de la République au Deuxième Empire? C'est un peu la même chose. Le putsch était lancé par le détenteur du pouvoir et là, en France, il a réussi. Donc, on a quand même le sentiment que la démocratie américaine a encore une forte résilience et c'est une bonne chose. La deuxième chose, et je crois que c'est cela qu'il faudra observer avec intérêt pour savoir si le mouvement de Trump résiste et continue et perdure en quelque sorte, c'est de savoir si parmi tous ceux qui ont voté pour Trump, les 74 millions de votants dont parlait Simon, la question est de savoir si tous vont continuer à suivre Trump. Et si, en particulier, les événements qui se sont produits au Capitole ne vont pas en refroidir quelques-uns. Déjà, dans les sondages, on a vu que Trump a perdu quelques voix. On le voit avec les deux partiels de Géorgie, dont les démocrates ne pensaient jamais qu'ils allaient les gagner toutes les deux et qu'ils ont gagné certainement en partie à cause des frasques de Trump, déclarant que les élections étaient fausses, que tout ça était un scandale et une vaste tromperie.
Donc, cet aspect-là, je crois, est à prendre en compte et à garder en tête pour voir comment les choses vont se passer. Mais en tout cas, il est certain, et j'ajoute ce point-là, c'est que pour Joe Biden, la priorité, ce sera certainement son agenda intérieur pour essayer de surmonter cette fracture entre les deux nations dont Simon parlait à l'instant. Et on voit bien dans les annonces qui commencent à sortir sur les premières mesures qu'il va annoncer ce soir, on voit bien qu'il s'agit bien évidemment de la pandémie, de la relance de l'économie, de la question de l'immigration. Il y aura un petit peu de politique étrangère, probablement autour du multilatéral et du retour dans l'accord de Paris, mais l'essentiel, ça va être la politique intérieure. Et de ce point de vue-là, certains disent qu'il n'a jamais eu une telle responsabilité depuis l'élection de Franklin Roosevelt, et à mon avis, c'est vrai. Un mot encore peut-être pour ajouter un élément, c'est que les Européens se demandent aussi si l'administration Biden, ce ne sera pas le troisième mandat de Barack Obama, c'est-à-dire au fond la poursuite pure et simple de l'administration Obama. Je ne pense pas, même si on peut avoir cette illusion en regardant le personnel politique et ministériel qui va arriver au pouvoir, parce que ce sont beaucoup d'anciens de l'équipe Obama, incontestablement, mais il me semble, et on va avoir l'occasion d'y revenir, que les choses ne pourront pas être les mêmes. D'abord parce que le monde a changé, l'Amérique précisément a changé, elle s'est durcie. Le phénomène Trump est arrivé et a rendu les divisions au sein du pays encore plus fortes. Mais aussi parce que Biden arrive avec son expérience, sa personnalité, et ce sera, à mon avis, quelque chose de différent. Et j'ajouterais, en faisant référence à ce que je disais tout à l'heure à propos des mémoires d'Obama, parce que je pense que c'est Joe Biden aussi, il y a cette conscience que les 8 ans de l'administration Obama, à laquelle il a pleinement participé, n'avait pas totalement réussi à régler le problème, on le voit, Trump avait été élu, et que donc il a manqué quelque chose qu'il faut absolument trouver cette fois-ci. Il faut trouver la bonne recette pour fermer les fractures et les divisions extrêmement profondes de la société américaine. Et ce travail reste à faire. Merci beaucoup, cher Pierre. Simon, plusieurs auditeurs posent la question de savoir si Trump peut avoir des ennuis avec la justice au titre de ce qu'il a fait et de la procédure d'impeachment qui a été lancée. Oh, tout à fait. Il va passer beaucoup de temps avec ses avocats. Et il n'est pas du tout exclu qu'au niveau des États en particulier, New York, mais aussi peut-être la Géorgie, la Floride, il finissent être tellement embourbés dans ces affaires financières, fraude électorale, manipulation bancaire, etc., que franchement, il aura du mal à éviter un emprisonnement éventuel. Il a des problèmes énormes judiciaires. Il semblerait aussi qu'il ait des problèmes financiers. Et sans entrer dans les détails, cela nous conduit à une question que vous avez posée. Le dilemme que Trump pose pour le Parti républicain, c'est que dans les 2 années qui viennent au moins, il sera difficile pour un candidat républicain de gagner l'investiture de son parti sans Trump, mais de gagner l'élection elle-même avec lui. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je crois que les législatives de 2022 pourraient réussir aux démocrates, à moins que ces divisions ne soient résolues. Et c'est un problème important que le Sénat semble mieux comprendre que la Chambre des députés, parce que le Sénat y est moins sensible. Pierre, très éloquemment, a évoqué Roosevelt et le New Deal. Il y a une différence fondamentale, je crois, entre ce qui s'est fait, a dû se faire dans les années 1930 et ce qui doit et devra se faire dans les années 2020. Roosevelt a pris son temps
pour relancer l'économie américaine. En 1938-1939, le taux de chômage était encore au-delà de 11%. Le New Deal s'est avancé lentement. Biden aura besoin d'agir un peu plus vite, non seulement parce que lui-même n'a pas le temps de prendre son temps, mais aussi parce qu'il y a cette impatience des citoyens américains qui acceptent le trumpisme et qui en seront encore plus confiants dans la mesure où Trump jouera un rôle plus secondaire en fonction de ses déboires dans les années à venir. Enfin, dernière chose, pour en venir également vers Pierre, tout à fait raison, ça n'est pas la troisième administration, le troisième terme, le terme virtuel pour Obama, que George H.W. Bush, par exemple, avait donné à Reagan en 1989-1993. C'est un peu de tout. C'est un peu Carter, transition. C'est un peu Bush 41, compétences. Une équipe très unie, très cohésive, une équipe d'amis, de disciples, qui s'aiment bien, qui ont travaillé ensemble, qui vénèrent Joe Biden pour ce qu'il est, et aussi pour ce qu'il n'est plus, puisqu'il n'est plus, il n'est pas le président sortant. Une équipe très atlantiste, très européaniste, très multilatéraliste, très engagée sur les grandes affaires, des gens de conviction, pas seulement des gens d'ambition, pas des gens qui adaptent leurs convictions en fonction de leurs ambitions, parce qu'en fait, leurs ambitions ont été satisfaites au-delà de ce que même ils espéraient. Tony Blinken et autres, vous comprenez? Donc, j'ai malgré tout, j'ai foi dans la capacité de ce pays à redresser sa démocratie et à reprendre la place dans le monde qui est la sienne, mais sans les excès unilatéralistes qui se sont accrus depuis 1993 et surtout sans les nombreuses fautes de parcours, y compris ceux d'Obama, dont le tuteur pour le monde fut Biden, mais qui franchement n'a pas réussi dans sa démarche internationale. Biden peut le faire. Donc, oui, l'Amérique continue de compter, sa démocratie est puissante, les institutions ont réagi, comme l'indiquait Pierre, et de toute évidence, on peut compter, je crois, sur l'Amérique dans un monde qui est lui-même en mutation. Merci beaucoup, Simon. Voilà qui nous permet de faire la transition, peut-être en élargissant un peu le scope de nos réflexions sur les États-Unis et le monde. Est-ce que les États-Unis vont reprendre leur place de leader du camp de la liberté, de la démocratie? Est-ce que le multilatéralisme va retrouver à s'exercer davantage? Quid de la compétition pour le leadership avec la Chine? Est-ce que, Pierre Vimont, avec votre expérience européenne aussi, comment voyez-vous ça pour partager avec Simon, vu de Washington ensuite? Je dirais que sur ce point-là aussi, il peut y avoir une illusion du côté des partenaires de l'Amérique, à savoir, et en poursuivant ce que disait à l'instant Simon, à savoir que l'Amérique est en déclin, qu'elle est désormais menacée et que très probablement elle va être déplacée par la puissance de la Chine et que par conséquent, continuer à vouloir espérer dans le leadership américain et penser que le leadership américain va retrouver très rapidement sa position telle qu'elle existait avant Trump, que tout ça va et doit être désormais abandonné. Je pense, et on le voit dans les récents sondages qui ont été publiés, notamment par le European Council of Foreign Relations, il y a une forte proportion de citoyens européens qui ont été interrogés et qui pensent qu'on assiste au déclin irréversible de l'Amérique. Et ce n'est pas n'importe quoi, c'est presque un tiers des personnes interrogées qui pensent que voilà, pour l'Amérique, c'est fini et que donc l'Europe, nous y reviendrons tout à l'heure, doit chercher une autre voie.
Personnellement, je ne le pense pas. Et j'ai tendance à suivre ce que disait Simon, c'est-à-dire que l'Amérique a encore les moyens de revenir au premier plan. Après 4 ans de Trump, tout le monde pousse un ouf de soulagement, et avec raison. Tout le monde peut espérer d'abord que nous allons avoir affaire à une équipe beaucoup plus professionnelle, plus responsable, plus raisonnable, que la diplomatie des tweets et des messages à 5 heures du matin demandant le retrait des troupes américaines dans le nord de la Syrie et d'autres exemples de ce genre, que tout ça c'est fini, et que donc on va, je pense, pouvoir à nouveau travailler avec un partenaire américain qui ne présentera plus les Européens ou les partenaires les plus proches de l'Amérique comme des ennemis. Et ça, c'est quand même très important. Et à mon avis, cela se pose en antithèse, en contradiction de tous les partisans ou de tous ceux qui pensent que le déclin américain est irréversible. En revanche, je crois qu'il y a un point sur lequel il me semble que la nouvelle administration Biden, un point dont elle doit prendre conscience, c'est que le monde a changé, même par rapport à 2016, qui est l'époque à laquelle beaucoup de ses responsables étaient encore au travail. C'est qu'en 4 ans, comme pour tout le reste des événements du monde, les choses se sont extraordinairement accélérées, et que la Chine de 2021 n'est plus la Chine de 2016 qu'avaient connue les anciens de l'administration Obama, que la Russie de 2021 est différente de la Russie de 2016, que de nouveaux partenaires prennent les choses en main et font avancer leurs propres intérêts. La Turquie, l'Inde et d'autres pays encore. Et que donc il y a tout un paysage international profondément différent, de plus en plus multipolaire, comme on le dit, avec une politique de la puissance, une diplomatie de la force qui n'existait pas avec une telle véhémence il y a quelques années, et qui est aujourd'hui extrêmement présente. Et donc, il me semble que ce point-là devra être pris en compte par la nouvelle administration parce que c'est une réalité qui ne peut pas être laissée de côté. Le deuxième élément, je crois, sur lequel il faut aussi insister, c'est qu'on le veuille ou non, il va y avoir un héritage Trump. Quoi qu'on pense de la diplomatie de Trump, je pense que Simon n'en pense pas grand bien, moi non plus, il y a une réalité qui s'impose après 4 années de Trump. Les choses ne sont plus les mêmes dans un certain nombre d'endroits du monde. On le voit bien au Moyen-Orient, où la situation est profondément évoluée. On le voit même dans la relation avec la Chine, même si on peut penser que la politique de Trump, totalement arc-boutée sur les sanctions tarifaires, n'a pas mené à grand-chose. Il reste que la relation entre les États-Unis et la Chine a profondément évolué. Même si on peut penser que les efforts de Trump pour trouver une solution au problème de la Corée du Nord n'a pas été couronné de succès, incontestablement, le fait qu'il y ait eu 3 rencontres a changé la donne. Et je pourrais continuer comme ça et ajouter d'autres exemples. Mais je m'arrêterai là parce que nous n'avons pas le temps. Et il me semble donc qu'il va y avoir pour l'administration Biden la nécessité de tenir compte de cet héritage de la diplomatie de Donald Trump et quelque part de s'y adapter même par rapport à un certain nombre de principes qui étaient défendus en 2016 et qui sont encore défendus aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve déjà les 2 auditions qui ont eu lieu hier de Janet Yellen et de Anthony Blinken, auxquelles faisait référence tout à l'heure Simon. On voit bien qu'ils sont déjà en train d'essayer de prendre un tournant de manière intelligente, en expliquant que oui, ils continueront à être très fermes vis-à-vis de la Chine, mais qu'ils le feront d'une manière différente de Trump. On voit Tony Blinken dire on ne remettra pas en cause un certain nombre de décisions de l'administration Trump à l'égard d'Israël, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, le transfert de l'ambassade, mais en revanche,
nous resterons fidèles au principe de la solution des deux États. Et on voit bien que sur ces différents aspects, sur ces différents éléments de la politique étrangère, il va falloir que l'administration Biden prenne en compte l'héritage et définisse une ligne politique, encore une fois, plus réaliste, plus raisonnable, plus professionnelle, mais qui sera forcément différente de ce que ça l'était en 2016. C'est une réflexion tout à fait passionnante et juste. Simon, est-ce que ça vous inspire déjà, non pas des prévisions, mais pour les Européens, c'est très important de savoir, par exemple, si le dossier iranien a une chance d'évoluer, si la relation avec la Russie, c'est à vous que je pose la question, parce que Pierre Vimont a été chargé par le président de la République française aussi de travailler à ce sujet, et je ne veux pas le mettre en difficulté. Est-ce que la relation avec la Russie, qui est très importante pour les Européens, peut évoluer? Ce reset d'Obama, on n'a pas très bien compris, en tout cas ça n'a pas marché. Est-ce que l'attachement viscéral des Européens, à mon avis un peu excessif, s'ils ne prennent pas en compte les changements évoqués par Pierre sur le multilatéralisme, a une chance d'être satisfait par la nouvelle administration? Tant de questions, évidemment, qui mériteraient de long développement. La réponse la plus courte serait de dire oui à tout ce que vous avez dit. Mais pour m'étendre un peu d'abord, ce que Pierre Vimont a dit à propos de l'héritage de Trump est très important. Quoi qu'on pense de Trump, c'est le premier président des États-Unis depuis Jimmy Carter à ne pas commencer une guerre. C'est déjà pas mal. Il a presque commencé une guerre civile, mais enfin, c'est autre chose. Je crois que au Proche-Orient, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, au fond, en les encourageant, les Européens, à rechercher l'autonomie stratégique, puisqu'on ne pourrait plus compter éventuellement sur le soutien américain vis-à-vis du Mexique, du Canada, de l'hémisphère nord-américain. Il a pris certaines initiatives qu'il n'a pas su conclure, parce qu'il n'avait aucun entourage, aucune connaissance de l'histoire, la diplomatie, ça ne l'intéressait pas, mais que Biden continuera de poursuivre. Il a ouvert des tabous, il a brisé des tabous, Trump, dans son inaptitude. Et c'est important, ça, c'est important. Par exemple, pour ce qui est de la Chine, son approche sera plus équilibrée. Au fond, de quoi s'agit-il? Pas de provocation, comme Trump l'a fait, mais également pas d'indulgence, comme ses prédécesseurs l'ont fait. Certes, la Chine est dans l'envol. Certes, elle n'est pas celle de 2016. Mais pourrait-elle être le Japon de 1991? Moi, je ne suis pas convaincu de l'irréversibilité à court terme de l'envol de la Chine. La Chine est un pays qui a été très mal gouverné. Entre 1950 et 1990, toutes les erreurs qui pouvaient être commises ont été commises par le gouvernement chinois. Et aujourd'hui, je crois qu'on exagère un peu cette irréversibilité à court terme de la Chine. Donc, je crois que vous aurez une continuation de la politique de Trump dans la mesure où la normalisation de papa, la normalisation de 1973 est finie. Parce que dorénavant, nous n'avons plus la même indulgence. Les Européens aussi, les États en Asie aussi, vis-à-vis de ce pays. Même approche vis-à-vis de la Russie. Ni provocation, ni indulgence. Il faut engager Poutine. Poutine est, soit dit en passant, le chef d'État que Biden connaît le moins parmi ceux qui étaient établis avant 2017. Et il l'engagera néanmoins dans la mesure où il faut parler à Poutine pour s'occuper de certains des dossiers les plus importants, comme le contrôle des armes stratégiques, etc., mais aussi relancer le processus de Kiev avec une participation
américaine. La Crimée, c'est fini. Prétendre qu'on va faire sortir les Russes de la Crimée, c'est prétendre que nous sommes prêts à aller faire la guerre avec la Russie. Nous sommes tous des Criméens, non, certainement pas aux États-Unis et j'imagine pas en Europe. Donc, il y a un certain nombre de dossiers que Trump a ouverts. La négociation avec la Corée du Nord, c'est une bonne chose. Il faut négocier avec ce type, ok, mais il faut savoir le faire, ce qui n'a pas été le cas. J'imagine que d'ici à 2023, par exemple, il est très possible qu'un accord éventuel avec la Corée du Nord commencerait par la signature d'un traité de paix qui a été reporté depuis 1953. Il est temps, non, de dire que la guerre avec la Corée du Nord est finie. La priorité des priorités pour la politique étrangère de Biden dans cette période de transition, cependant, sera l'Iran. L'Iran est une crise des missiles qui n'a plus le temps d'être retardée davantage. Il y a un problème avec l'Iran qui va au-delà, en fait, de ce qui avait été négocié en 2015. Confirmation de l'intérêt de l'administration Biden en Iran, c'est que le numéro 2 du secrétaire d'État, Wendy Sherman, est en fait le véritable architecte de cet accord du point de vue américain et qu'elle influera considérablement la démarche dans cette direction. John Kerry est dans l'administration. Vous avez une dimension forte qui va au-delà de renouveler le traité de 2015 et l'élargir aux dossiers qui avaient été mis de côté à 2015, parce qu'il y a davantage à propos de l'Iran que l'acquisition d'armes nucléaires. Il faut définir le rôle de l'Iran dans son environnement régional. Dernier point, sur tous les dossiers, quels qu'ils soient, la reconstruction du monde dans une période post-pandémique. Vous suivez le débat au Fonds monétaire international aujourd'hui. Il est absolument essentiel de s'occuper de l'Afrique dans ce contexte, okay? Dans tous les domaines, sur tous les dossiers. L'Amérique ne pourra pas faire quoi que ce soit seule. Et que son allié le plus disponible, son allié le plus capable, son allié le plus pertinent, son allié le plus compatible est de votre côté de l'Atlantique. Ce sont les États-Unis et l'Union européenne. C'est une période de grande opportunité pour les Européens et pour les Américains parce que seul on ne fera rien. On peut être tête de peloton, mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour refaire le partenariat transatlantique, il faut faire l'Europe. Mais pour faire l'Europe, il faut faire avec les États-Unis. Et je crois que c'est là où cette administration est particulièrement pertinente. C'est le moment d'aller de l'avant vers une finalité euro-atlantique qui nous a manqué. Pierre Vimont, voilà la transition toute trouvée avec notre troisième partie, Europe-États-Unis. Est-ce que l'Union européenne, selon vous, est en mesure de répondre à cette attente et à cette situation, ou attend-elle autre chose? A-t-elle encore une vieille idée de la relation transatlantique ou a-t-elle suffisamment changé pour pouvoir s'adapter à cette urgence? Deux observations, Jean-Dominique, pour répondre à votre question. La première, c'est que au niveau des dirigeants européens, l'appel que vient de lancer Simon a déjà fait mouche, en quelque sorte. On a entendu ce matin au Parlement européen à la fois le président du Conseil européen, M. Charles Michel, Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, parler de refonder un nouveau pacte transatlantique ou euro-atlantique avec l'Amérique. Donc, visiblement, cet appel a été entendu et au niveau des dirigeants européens, ceux de Bruxelles, ceux des institutions, il y a incontestablement une tonalité qui est très proche de celle que vous venez d'indiquer et une volonté incontestablement d'aller dans ce sens-là.
Au niveau des États membres et au niveau des citoyens européens, je serais un peu plus prudent. Pourquoi? Parce qu'il me semble, et on l'a très bien vu à l'occasion du débat qui vient de se produire et qui va continuer de se produire autour de l'accord entre l'Europe et la Chine sur les investissements. Au fond, il y a deux écoles qui se développent à l'heure actuelle, deux écoles de pensée. Il y a ceux qui disent, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, le leadership américain, c'est fini, il ne faut plus compter que sur nous-mêmes. Une sorte de version européenne du slogan de Trump, America First. Europe First, et occupons-nous de nous. Et c'est donc, développons une sorte d'indépendance et de souveraineté européenne qui ne pense qu'à elle-même. Et puis, il y a une autre école de pensée, me semble-t-il, qui dit pas du tout. Il faut rester très, très proche de l'Amérique et au fond, essayer par tous les moyens de reconstituer ce leadership américain et de coller étroitement au leadership américain, comme nous l'avons fait dans les années 60 et 70, à l'époque de la guerre froide, je dirais. Et on voit bien qu'aucune des deux solutions n'est la bonne, en vérité. Comme vous le dites très justement, Simon, c'est un compromis entre les deux qu'il faut. C'est quelque chose où l'Europe est capable de s'exprimer avec cette fameuse autonomie stratégique dont on parle de plus en plus, sans très bien savoir de quoi il s'agit. Et en même temps, ce souci de solidarité avec notre allié américain qui reste notre partenaire essentiel. Et c'est cela qu'il faut construire et qu'il n'est pas facile de construire. Et je donnerai deux exemples, me semble-t-il, où on voit bien qu'il y a beaucoup de défis devant nous, Européens comme Américains, parce qu'il n'est pas certain que nous avons la même vision des choses. La Chine, tout d'abord. Je reviendrai à la position européenne qui s'exprime avec le fameux triptyque. La Chine est un concurrent économique, un partenaire si nécessaire, notamment en matière de protection contre le changement climatique, et un rival systémique parce que nous sommes en désaccord profond vis-à-vis du modèle politique que défend la Chine. Il me semble que l'Amérique a une vision beaucoup plus simple et pas aussi nuancée que l'Europe, et qui est assez fondamentalement, il y a là une puissance qui monte et qui essaye de me détrôner, et je vais la repousser. Et je vais tout faire pour rester le numéro un. Un peu ce que l'on a connu pendant la guerre froide dans la compétition entre les États-Unis et ce qui était à l'époque l'Union soviétique dans la conquête de la Lune ou dans le domaine spatial. Il faut que je reprenne l'avantage en matière de nouvelles technologies, dans le domaine éventuellement industriel, dans le domaine commercial, etc. Et donc, il faut que je les repousse. Et il me semble que là, entre Européens et Américains, il y a deux visions différentes sur lesquelles il faut qu'on arrive à s'accorder. Ce ne sera pas forcément très facile, mais il faut le faire avec un esprit justement de conciliation et de compromis. Sur le multilatéral ensuite, il me semble que vis-à-vis du système multilatéral, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que le leadership des pays occidentaux, Amérique et Europe ensemble, ce leadership qui a en fait façonné, modelé l'ordre multilatéral depuis 1945, cet ordre-là, il est en train d'être remis en cause par tous les nouveaux venus sur la scène internationale qui disent très ouvertement il n'y a pas de raison que les pays occidentaux continuent à dominer les choses. Et il faut réviser, réformer, ouvrir le système multilatéral à ces nouveaux venus, non seulement bien évidemment la Chine, mais d'autres pays d'Asie qui montent en puissance, l'Inde, l'Indonésie, les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine.
On voit très bien autour du débat sur la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, les 5 membres permanents, avec leurs avantages et leurs droits de veto, sont aujourd'hui contestés par les autres, parce que très souvent, d'abord, ils bloquent la recherche de la paix, et parce qu'ils détiennent là un siège depuis 1945 qui a perdu beaucoup de sa légitimité et de son autorité. Mais on le voit aussi sur la réforme probablement nécessaire de l'Organisation mondiale du commerce, on le voit avec l'Organisation mondiale de la santé, et il me semble que ce multilatéralisme rénové, l'Europe en a pris conscience, essaye d'y apporter des solutions, en tout cas est en train d'y réfléchir. Je ne suis pas totalement convaincu que du côté américain, on soit prêt à aller aussi loin et à reconnaître que l'énorme avantage que le monde occidental avait dans cet ordre mondial doit évoluer, doit s'adapter aux nouvelles réalités du monde. Et donc là encore, il y aura un dialogue, une conversation entre l'Europe et les États-Unis qui sera très importante à mener et sur lequel il faut espérer qu'on arrivera à un accord. Mais donc, autant je suis d'accord avec Simon sur la nécessité de ce pacte refondé entre l'Europe et l'Amérique, autant nous avons devant nous beaucoup de travail à faire. Et bien évidemment, je n'ai pas parlé de l'OTAN, pour lequel il se posera exactement la même question. Comment est-ce que l'Europe peut trouver une position plus conforme à ce qu'elle est aujourd'hui dans le cadre de l'OTAN, et est-ce que l'Amérique est prête à accepter, au-delà de l'effort supplémentaire que l'Europe doit fournir et sur lequel on est tous d'accord en matière de dépenses militaires, mais comment donner un droit de parole plus important à l'Europe, comment lui laisser davantage de responsabilités au sein de l'OTAN. Voilà encore un énorme sujet sur lequel nous allons devoir travailler au cours des prochaines années. Voilà, Jean-Dominique, j'ai été trop long. Il Je faut... reprends. Oui, j'entends plus. On n'entend plus Jean-Dominique, oui. Pardonnez-moi. Vous connaissez ces équipes qui arrivent. Est-ce que vous sentez que l'appel de Pierre Vimont, son analyse pour savoir si nous allons pouvoir trouver des terrains d'entente sur les grandes questions qu'il évoquait, est-ce que les Européens peuvent compter, comme le dit Madame von der Leyen ce matin, sur des amis? Je me souviens toujours que le général de Gaulle disait dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des partenaires ou des alliés. Mais c'est très important pour nous, Européens, parce que nous avons quelques différends commerciaux, nous avons le problème des traités de désarmement que vous avez évoqués. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre Vimont mettait en avant. Mais d'abord, il faut bien comprendre que je crois à l'Amérique du haut vers le bas, c'est qu'elle ne peut plus en faire autant que dans le passé. On s'est compté, on s'est mesuré malgré tout l'impossibilité qu'a l'Amérique de gagner quelque guerre que ce soit depuis 30 ans. C'est un constat d'échec sur les efforts qui ont été faits depuis Papa Bush en 1991 que d'essayer de maintenir la puissance américaine à son niveau hégémonique. Même une puissance hors pair ne peut pas vivre longtemps sans alliés. Et je crois que cela se comprend particulièrement bien du côté de Biden. Biden est en fait un décliniste. Biden n'est pas un maximaliste. Et la façon dont il a essayé d'éduquer Obama sur les grandes affaires, essayant toujours de le protéger de quelque aventure que ce soit, le confirme bien, le confirme bien. Alors, cette refondation du multilatéralisme dans ce que Pierre appelait le compromis,
Moi, je l'appelle une refondation dans la complémentarité. Ça n'est pas une division du travail que de parler de complémentarité. Je crois que c'était Alain Juppé qui disait il y a fort longtemps que la complémentarité, c'est reconnaître que nous n'avons pas besoin de tout faire tous ensemble, à condition que tous ensemble, nous nous assurons de tout faire. Et je crois que c'est cela qu'il faut rechercher dans cette refondation de la coopération transatlantique et dans la reformulation des institutions multilatérales, qui ne sont de toute évidence plus à jour vis-à-vis de la multipolarité qui s'est développée depuis que Jacques Chirac l'évoquait déjà en 1979. Il faut mettre ces institutions multilatérales à jour. Et là aussi, que ce soit au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du travail, du Fonds monétaire international, pour que les Américains puissent en faire moins, il faut que d'autres en fassent plus, quitte à nous consulter avant que les décisions ne soient prises sur la meilleure façon d'équilibrer nos intérêts et de compléter nos approches. À chacun sa puissance, à chacun ses faiblesses. On ne peut pas ignorer ce dernier thème en insistant seulement sur le premier. C'est ce qui me concerne vis-à-vis de la Chine. On parle trop de tout ce que la Chine a, de sa capacité à rebondir, de la pandémie, par exemple. Mais on ne parle pas de son programme démographique, de son problème démographique. On ne parle pas de sa vulnérabilité aux marchés extérieurs. On ne parle pas de son manque de gouvernance et de sa corruption, de son incapacité à maintenir des statistiques qui restent crédibles. Vous comprenez? Alors, ni indulgence, ni provocation, équilibre, complémentarité, refondation. Le monde d'hier, c'est fini. Mais l'Amérique d'hier aussi, je crois. Et elle se reformulera dans sa démocratie, elle se reformulera dans ses approches internationales, mais si nous passons notre temps à nous demander que va faire l'Amérique, eh bien alors on n'arrivera nulle part. L'Europe doit parler européen. Nous parlerons américain, mais nous pouvons mieux nous entendre qu'avec quelque autre partie du monde, respectivement. Pierre, l'Europe est-elle en mesure de parler l'européen? A-t-elle progressé dans sa diplomatie commune, dans ses prises de position, dans la quête de son autonomie stratégique, mot galant pour cacher une relative indépendance? Souveraineté. Jean-Dominique, j'allais dire, c'est un long chemin et il est en cours. Et je dirais, pour être optimiste, même s'il y a beaucoup d'obstacles, il y a un élément que je trouve très intéressant, c'est que le discours que tenait la France déjà peut-être du temps du général de Gaulle, en tout cas certainement de ses successeurs, cette idée d'Europe puissance, qui au fond était la préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté européenne, ou ce que dit Joseph Borrell, l'Europe doit parler le langage de la force et être un acteur géopolitique. Ce discours-là et cette question-là, elle est aujourd'hui au centre de la table et les 27 en parlent. Ils n'en parlaient pas il y a encore 5 ans. Et je trouve que cet effort aujourd'hui d'aborder ce sujet avec encore une fois des divisions extrêmement profondes, c'est déjà un premier pas. Parce qu'au fond, pour avoir une politique étrangère active, efficace, agile, et qui produit des résultats, il y a besoin de 3 choses. Il y a besoin d'un état d'esprit, d'un mode de pensée, et c'est précisément cette réflexion qui est en cours sur l'autonomie stratégique
qui préfigure peut-être ce que sera ce mode de pensée. Il faudra probablement, deuxièmement, des changements institutionnels pour faire de l'Europe un acteur, encore une fois, plus agile et plus efficace qu'il n'est à l'heure actuelle. Et troisièmement, il lui faudra des instruments, mais il en a déjà beaucoup. Il lui en faut davantage. Il faut sans doute qu'il renforce ses capacités en matière de sécurité et de défense et dans d'autres domaines encore, mais tout ça viendra. Le problème, c'est qu'avec l'Europe, c'est long, parce que fondamentalement, on demande à l'Europe un changement en profondeur. Je suis de ceux qui pensent que l'Europe, lorsqu'elle s'est construite au départ, dans le traité de Rome, n'avait jamais envisagé qu'elle pourrait rapidement devenir un acteur en matière de politique étrangère, et certains de ses membres sont encore extrêmement réservés, en estimant que si on parle de sécurité et de défense, eh bien, c'est le rôle de l'OTAN et l'Europe n'a pas à s'en occuper. Et donc, ça prend du temps pour faire changer les esprits et pour arriver à un accord commun. Peut-être, et j'en reviens simplement, et je m'arrêterai là après, j'en reviens à ce que disait Simon à propos de la phrase d'Alain Juppé, peut-être que cette Europe de la politique étrangère et que cette diplomatie européenne, elle devra être beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, avancer à quelques-uns en complémentarité avec les autres, et que c'est peut-être ça la réponse. Parce que faire de la diplomatie à 27 avec des intérêts, des positions, des visions extrêmement différentes, ce n'est pas chose facile. Voilà. Merci beaucoup. Je vérifie les questions qui sont posées en même temps en direct sur le site. Vous avez pratiquement couvert par vos réponses et à un très grand niveau à la fois de pédagogie et d'exigence, les réponses aux questions qui sont posées. Il y en a encore quelques-unes, notamment beaucoup de gens s'interrogent sur la politique africaine de Joe Biden, cher Simon, et sur la relation avec le Royaume-Uni, qui vient de quitter l'Union européenne, ce que nous regrettons tous, et qui espère de jouer le petit poisson dans un océan où il n'y a que d'immenses prédateurs. Voilà les deux questions, et bien sûr plein d'autres concernant les traités de désarmement qui préoccupent beaucoup les Européens. Est-ce que vous avez, rapidement, en survolant, une idée? Sur l'Afrique, je pense franchement, et je l'ai mentionné plus tôt, qu'il est absolument essentiel de se pencher sur les besoins des États africains dans la période post-pandémique. Négliger les besoins du continent africain et à moindre égard que certains des pays de l'Amérique latine pour les conséquences d'une nouvelle crise dont ils n'ont pas été responsables serait honteux. Et je suis donc avec intérêt ce qui se passe aujourd'hui au Fonds monétaire et la façon dont le secrétaire au Trésor de l'administration Biden répondra aux besoins de disponibilité de fonds très importants pour s'occuper de ce continent et pour lui donner l'assistance dont il a besoin. La nouvelle nommée dans l'administration Biden à l'agence USAID est de ce point de vue un positif. Donc, je crois que ne pas s'occuper des États africains dans cette période de reconstruction qui sera nécessaire non seulement aux pays occidentaux, mais aux autres, serait une erreur qui se paiera au prix fort dans les années à venir. Je n'irai pas jusqu'à négliger la reconstruction de l'Europe en 1945. L'ONU a estimé les besoins de l'Afrique post-pandémique à 3 000 milliards de dollars. Il faudrait peut-être passer par le G20. J'estime qu'on ne fait pas suffisamment emploi du G20
qui va au-delà de certaines autres organisations multilatérales. Quant à l'Union, quant à la Grande-Bretagne, elle en est là où Churchill la voulait. Elle n'est plus en Europe, mais elle doit rester avec l'Europe. Et Biden n'est pas Trump. Boris Johnson peut-être le comprend. Il ne fera preuve d'aucune indulgence, comme Obama, vis-à-vis de l'erreur grossière, historique, commise par la Grande-Bretagne. Mais peut-être que Biden pourra jouer un rôle dans la mesure où l'Amérique n'est plus disponible pour un pas de deux entre elle et la Grande-Bretagne pour aider à faciliter cet attachement inéluctible entre la Grande-Bretagne et l'Europe, peut-être dans un contexte qu'évoquait M. Michel, dans sa suggestion d'une refondation de la relation transatlantique, en disant qu'on pourrait, par exemple, tenir des sommets de l'UE et de l'OTAN, parfois en commun. Non pas parce que les institutions sont communes, mais parce que les États qui en font partie, y compris 21 États européens qui appartiennent aux deux institutions, définissent en fait la communauté euro-atlantique, et les États dorénavant dans l'OTAN qui ne sont pas dans l'UE, comme la Grande-Bretagne, mais aussi la Turquie, peuvent ainsi être associés à nos conversations. Donc j'espère que Biden pourrait être un pont, petit pont, entre la Grande-Bretagne et l'Europe dans la facilité des accords finaux que Pierre Vimont connaît infiniment mieux que moi. Pierre, pour les grands traités de désarmement, notamment ceux qui arrivent à expiration ou ceux qui ont été dénoncés ou suspendus, vous semble-t-il encore adapté? Leur esprit peut-il être sauvé, quitte à les refonder? Comment voyez-vous ça? Je crois que d'abord, il y a une urgence. Simon parlait des dossiers prioritaires qui vont se présenter à Joe Biden dès qu'il va arriver au pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui. Il y a la prolongation de START 2, l'accord qui avait été signé par du temps de Barack Obama. Celui-ci expire début février, donc les délais sont extrêmement courts. Il y a une bonne volonté des deux côtés, me semble-t-il, pour faire cette prolongation. Reste à savoir dans quelles conditions, pour 1 an ou pour 5 ans. Mais je dirais que la pression est forte et que là, on voit assez bien le chemin. Au-delà, sur l'avenir de ces accords nucléaires ou stratégiques, deux questions, à mon avis, se posent. La première, c'est, alors là, pour le coup, l'héritage Trump est catastrophique, puisqu'il s'est retiré de l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires et qu'on est dans le vide à l'heure actuelle. Il s'est retiré du traité à ciel ouvert, qui était quand même ce que j'appellerais une mesure de confiance qui marchait plutôt bien, et que par ailleurs, au-delà de START 2, se pose toute la question de la nouvelle génération des accords stratégiques, compte tenu de la sophistication croissante des armes de dissuasion, de l'arrivée de nouvelles technologies qui rendent ces armes de plus en plus complexes et donc pour lesquelles des négociations pour leur maîtrise sont de plus en plus difficiles. Et parce que aussi de nouveaux partenaires sont là. Vous vous souvenez que l'administration Trump exigeait pour toute future négociation sur les armes stratégiques que la Chine soit présente à la table, que la Russie en contrepartie a dit que dans ces conditions il fallait que la France et la Grande-Bretagne y soient également, et que du coup on pourrait légitimement se poser la question pourquoi est-ce que les deux autres puissances nucléaires reconnues en tant que telles, l'Inde et le Pakistan, n'y seraient pas davantage. Et du coup ça fait des négociations
extrêmement compliqués pour lesquels on n'a aucune expérience jusqu'à l'heure actuelle. Les négociations des armes nucléaires stratégiques se sont faites jusqu'à aujourd'hui uniquement entre les États-Unis, l'Union soviétique hier, la Russie aujourd'hui. Et donc, c'est un jeu diplomatique et stratégique totalement nouveau. Et il est évident que sur ce dossier-là, il me semble, je parle sous le contrôle de Simon, que l'administration Biden aura besoin de temps et souhaitera se donner du temps pour réfléchir avant d'avancer. Et que donc, dans l'immédiat, il faut avant tout préserver START 2. Peut-être, si c'est encore possible, essayer de sauver le traité à ciel ouvert, puisque l'Amérique s'est retirée, mais la Russie était encore présente, mais vient d'annoncer qu'elle allait se retirer à son tour. Peut-être que l'administration Biden peut essayer de tenir un langage qui évite la disparition complète de cet accord. Et pour le reste, il faut se donner le temps de réfléchir à ce que va être le paysage nucléaire stratégique dans les prochaines années et comment l'aborder dans le cadre de négociations qui seront extrêmement complexes et sophistiquées. Je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre discussion et je ne voudrais pas abuser de votre temps et de votre disponibilité. J'ai bien vérifié, je crois que vous avez à peu près brossé par vos interventions et vos analyses les questions qui nous sont parvenues sur le site. Si tel n'était pas le cas, j'inciterai nos internautes à revisionner notre enregistrement et ne pas hésiter à nous envoyer bien sûr des courriers. À ce stade de la discussion, est-ce que je peux me permettre de vous demander à l'un et à l'autre si vous avez un message à adresser, à la fois pédagogique et à la fois peut-être quelques souhaits à adresser à des internautes majoritairement européens, bien que nous ayons aussi quelques Américains. Simon. Je crois que ce que Pierre Vimont disait, le besoin de temps, c'est important. Mitterrand avait une bonne formule, une belle formule. Il faut donner au temps le temps de prendre son temps, si je me souviens bien. Mais dans ce contexte, il y a deux choses qu'il faut retenir. D'abord, Joe Biden était probablement le seul candidat aujourd'hui, le seul homme politique aujourd'hui qui pouvait battre Donald Trump. Cela a été établi par les scores qu'ils ont fait respectivement. Et si ce n'est que pour cette fonction, Joe Biden a rempli son rôle dans l'histoire. Parce qu'un deuxième mandat pour Trump aurait été la fin de l'alliance, aurait été la fin d'un effort de gestion pour un nouvel ordre multilatéral, aurait été en fait une dégradation de la démocratie américaine. Et je dis ça en toute conscience de la dignité de ceux qui ont voté pour lui, qui ne sont pas des citoyens détestables, mais qui sont des citoyens qui ont été humiliés, ignorés, négligés pendant trop longtemps. Donc, Biden n'a pas le temps de prendre son temps à certains égards parce qu'il est là pour 4 ans et que théoriquement, il a choisi son successeur. Mais nous lui devons cette capacité de remettre l'Amérique sur pied et de lui donner un temps mort durant lequel elle peut se refaire et refaire sa place. Et je crois que c'est très, 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 très important. Et deuxièmement, évidemment, tous ces projets sont à terme, mais certains sont plus urgents que d'autres. Et nous en avons cité, je crois, 5
au passage, et je tiens à les souligner, l'Iran, c'est urgent. C'est urgent, l'Iran. La Corée du Nord, qui va nous tester dans les semaines à venir, comme Kim a le faire. Il faut poursuivre les entretiens. S'engager avec Poutine, non pas parce que nous l'aimons, mais parce qu'il est devenu un pion indispensable sur la scène internationale. C'est l'âge d'or de la diplomatie russe. Mais la Russie sait qu'elle n'a pas les capacités de durer au niveau de ses ressources et autres, en commençant par Sol 2. Poutine est là où Brejnev était au milieu des années 70. Il parle de trop, il en fait de trop. Et on sait ce qui est arrivé. Après coup, après, relancer l'alliance. J'applaudis ce qui s'est produit à Strasbourg ces 36 dernières heures. C'est merveilleux. Bien sûr, les Européens agissent lentement, mais les accomplissements de l'Union européenne depuis 1991 ont été exceptionnels. Exceptionnels. On ne le dit pas assez. J'aurais aimé que les États-Unis d'Amérique en fassent autant depuis 1991 et la reconstruction post-pandémique. Pour nous tous, c'est essentiel. Donc, nous pouvons être, je crois, constructivement pessimistes et vivre dans l'été invincible que nous avait enseigné Albert Camus. Oui, les problèmes sont énormes, rien ne se fera tout de suite, mais ça n'est pas une raison de remettre à demain ce qui aurait dû faire hier. C'est un peu ma conclusion de tout cela. Conclusion très optimiste. La partagez-vous, cher Pierre? Oui, oui, je dirais deux choses. La première, pour revenir à la réflexion de Simon sur le temps, il a raison, mais la gestion du temps aujourd'hui est devenue de plus en plus complexe. Il faut à la fois prendre son temps quand c'est nécessaire, et il faut parfois aller très vite pour ne pas laisser les crises s'envenimer et les événements nous surprendre. Et c'est pourquoi il me semble qu'aujourd'hui, l'action diplomatique est devenue beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était, même quand, jeune diplomate, j'étais entré dans cette carrière où on nous disait toujours il n'est pas un problème qui ne puisse être résolu sans laisser du temps et en espérant que tout ça va se résoudre tranquillement. C'est plus possible aujourd'hui. Il y a trop d'acteurs, il y a trop de défis. Il faut, comme on dirait en langage sportif, être très vite sur la balle pour essayer de la maîtriser. Et donc ça, je crois que c'est important. Mais pour revenir, et ce sera mon deuxième point, à la relation entre les États-Unis et l'Europe, ce qui me semble très important, c'est que les deux parties prennent davantage conscience de ce que le monde aujourd'hui est moins occidental, plus asiatique, davantage porté maintenant vers des nouvelles technologies digitales qui compliquent certainement les défis, et qu'il faut pour les deux, Europe comme États-Unis, comprendre que les choses changent, que la perception que le reste du monde a de l'Europe et des États-Unis n'est plus tout à fait la perception très positive qui existait dans le passé. La crise financière, les difficultés de l'Europe sur l'euro, le départ de la Grande-Bretagne, les pays libéraux, les incidents autour du Capitole, tout ça a largement entamé le crédit du monde occidental et que nous devons en être conscients et que dans nos efforts pour relancer l'ordre mondial, nous devons intégrer cette nouvelle donne et cette perception beaucoup plus réservée et beaucoup moins convaincue des mérites du modèle occidental, européen ou américain que ce n'était le cas dans le passé. Et que cela, il faut qu'ensemble nous en soyons conscients et que nous en tirions toutes les conséquences. Voilà, Jean-Dominique, je m'arrête là. Il me reste à vous remercier et à terminer notre discussion sur cette digression sur le temps. Si j'ai bien compris, il faut se hâter lentement.
et faire le contraire du proverbe chinois qui dit « il faut faire vite ce qui ne presse pas pour faire lentement ce qui presse » et essayer de s'adapter au mieux avec raison. Et je crois que cette élection de Joe Biden est quand même une bonne nouvelle, qu'il faut prendre comme telle, une bonne nouvelle pour le monde, pour l'Amérique et aussi pour l'Europe et nos relations. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, cher Simon, cher Pierre Vimont, d'avoir bien voulu consacrer 1h15 de votre temps à cette réflexion. Vous pouvez relire, chers amis, un papier de Simon Serfati sur le site de la Fondation. Il est paru comme policy paper dans la newsletter de la semaine dernière. Et Simon Serfati a accepté de le développer dans la prochaine édition du rapport Schuman sur l'état de l'Union, dans lequel, cher Pierre Vimont, vous avez l'habitude de collaborer régulièrement. Je risque encore de vous demander peut-être quelques réflexions pour l'avenir. Mille merci à tous les deux pour la qualité, la hauteur de vue de vos réflexions qui, je crois, ont fait l'unanimité d'après ce que j'arrive à lire. Et je vous enverrai les commentaires que nous avons reçus qui sont plus qu'élogieux. Mille merci et bonne investiture pour Joe Biden. À bientôt. À bientôt, Simon. Au revoir.